Un homme prisonnier dans un puits pendant 6 jours lutte pour survivre. Les habitants croient entendre des voix d'un autre monde. John Harris, un homme solitaire marqué par un passé douloureux, fait face à l'inattendu en acceptant un travail dans une propriété isolée. Une chute dévastatrice le piège dans un endroit sombre et lugubre, le forçant à affronter non seulement sa lutte pour survivre, mais aussi les fantômes de sa propre âme. Tandis que le monde extérieur ignore ses appels à l'aide, des échos mystérieux commencent à transformer son histoire en quelque chose qu'aucun ne pouvait prévoir. John Harris, 47 ans, était un homme dont l'âme portait les cicatrices de 3 mariages ratés. Il vivait seul dans une maison modeste entourée d'une clôture délabrée, à la périphérie d'une petite ville du Texas. Sa routine était méticuleuse, presque rituelle, comme si chaque pas calculé pouvait empêcher le poids des souvenirs de l'écraser. Chaque journée commençait de la même manière, il se levait avant le lever du soleil, préparait un café noir et s'asseyait sur la véranda avec Max, son fidèle berger australien, qui l'observait attentivement, comme s'il comprenait la solitude de son maître. Max remuait la queue avec impatience pendant que John prenait ses premières gorgées de café, les yeux fixés sur l'horizon. « Aujourd'hui sera une bonne journée, Max. On va rester occupé. Le travail, c'est ce qui compte, murmurait-il au chien, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Au fil des années, il avait appris que garder ses mains occupées était la meilleure façon de repousser les pensées sombres. Son métier d'élagueur était bien plus qu'un travail, c'était une échappatoire, une thérapie, quelque chose qui le reliait à la nature et lui donnait un sentiment de but. Les voisins le connaissaient comme un homme taciturne et réservé, mais admiraient sa dévotion. John Harris est quelqu'un de fiable, disait-il. Si quelqu'un avait besoin d'un arbre taillé ou de branches enlevées, c'est à lui qu'il faisait appel. Malgré son apparence austère, il y avait une aura de dignité dans sa posture, quelque chose qui inspirait confiance. Peu de gens, cependant, connaissaient la bataille intérieure qu'il menait chaque jour. « Vous avez l'air un peu fatigué, John », avait remarqué la serveuse du café local la veille au matin. Il avait répondu par un léger sourire et un hochement de tête, sans en dire plus. La vérité, c'est que les journées solitaires s'accumulaient parfois comme des nuages lourds dans son esprit. Bien qu'il ne se plaignît jamais, il y avait des nuits où le silence de la maison devenait insupportable. Dans ces moments-là, Max était son seul réconfort, se couchant à ses côtés comme pour lui dire « Je suis là ». Pendant que John vérifiait ses outils dans le petit garage, il réfléchissait aux années qu'il avait perdues. « Cela ne sert à rien de regarder en arrière », murmura-t-il en tournant la lame de sa scie avec précision. Les souvenirs de ses mariages ratés étaient comme des plaies profondes qui ne cicatrisaient jamais complètement. Il se blâmait de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir trouvé un moyen de faire fonctionner les choses. Mais dans son travail, au moins, il était parfait. Chaque coup était précis, chaque arbre traité avec le soin qu'il méritait. La matinée avançait, et le bruit de Max aboyant dans le jardin ramena John au présent. « Il est temps, mon garçon. »« Allons-y, » dit-il en prenant ses outils et en les chargeant dans son pick-up. Il conduisit sur la route de terre avec la radio qui diffusait une vieille chanson country. Le paysage familier défilait par les fenêtres, des champs arides, des clôtures en bois et des arbres qu'il connaissait par cœur. Malgré son apparence tranquille, un doute constant imprégnait ses pensées. Était-il destiné à vivre et mourir seul, avec pour seul témoin son chien? John secoua la tête, repoussant cette idée. « Tant que je peux encore grimper aux arbres, j'ai un but, » dit-il à voix haute, comme si cela était nécessaire pour continuer à avancer. En garant son pick-up devant le premier client de la journée, John inspira profondément, ajusta son chapeau à larges bords et prit ses outils. Max resta sur le siège passager, l'observant avec des yeux attentifs et loyaux. La vie n'était peut-être pas parfaite, mais tant qu'il avait du travail, un chien fidèle et le ciel ouvert au-dessus de sa tête, il pouvait continuer. Et cela, pour l'instant, était suffisant. Ce matin-là, le soleil pointait timidement à l'horizon,
et la vieille radio du pick-up de John jouait une mélodie douce tandis qu'il empruntait une route peu fréquentée. Le téléphone avait sonné la veille au soir, un client demandant de l'aide en urgence sur une propriété rurale éloignée. « J'ai besoin de vous demain matin. » Les arbres envahissent tout, avait dit la voix à l'autre bout du fil, chargée d'inquiétude. John avait accepté sans hésiter. Après tout, le travail était le travail. Le trajet jusqu'à la propriété semblait interminable. Des chemins de terre serpentaient à travers des champs secs et des buissons bas. Max, comme toujours, était à côté de John, la tête appuyée contre la fenêtre ouverte, profitant du vent. Cet endroit semble abandonné par Dieu, Max. Voyons ce qui nous attend, commenta Teil, arrachant un léger mouvement de queue à son chien. À son arrivée, John gara son pick-up devant un portail rouillé d'une propriété qui semblait abandonnée depuis des années. Les arbres, en effet, dominaient le terrain. Des branches épaisses et tordues s'entremêlaient comme si elles se disputaient l'espace, et les hautes herbes dissimulaient ce qui pouvait se trouver en dessous. « Ça va être du travail », murmura-t-il en ouvrant le portail pour entrer, Max le suivant de près. L'atmosphère était oppressante. Les ombres des arbres créaient une pénombre étrange, et le silence n'était interrompu que par les propres pas de John. Il commença à inspecter le terrain, identifiant les arbres à élaguer. En marchant, ses yeux furent attirés par quelque chose d'étrange, un vieux puits en pierre, partiellement couvert de mauvaises herbes et entouré de terre instable. La structure semblait hors de propos, comme un vestige oublié au milieu de la nature sauvage. « Quelle étrange beauté !» dit-il à voix haute en s'approchant du puits. Max, prudent, s'arrêta à quelques mètres et émit un aboiement sourd, comme s'il voulait avertir son maître. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? » « Ce n'est qu'un vieux puits, » répondit John, tentant de le rassurer. Curieux, il se pencha pour regarder à l'intérieur. Le puits était profond, avec des parois recouvertes de mousse et des racines descendant comme des doigts cherchant de l'eau. Il plissa les yeux, essayant de voir le fond. On dirait qu'il n'a pas été utilisé depuis des décennies. C'est à ce moment-là que le sol autour du puits s'effondra. La chute fut brutale, et John n'eut pas le temps de réagir. Son corps tomba sur près de 5 mètres, heurtant les parois rugueuses avant de s'écraser lourdement au fond. Un cri de douleur s'échappa de ses lèvres, résonnant dans le puits. « Ah, ma jambe, bon sang !» Il tenta de bouger, mais une douleur fulgurante le paralysa. Sa jambe droite était visiblement blessée, peut-être cassée. Max se mit à aboyer frénétiquement, courant d'un côté à l'autre près du bord. « Calme-toi, Max !»« Calme-toi !» cria John, autant pour lui-même que pour le chien. Il fouilla ses poches avec des mains tremblantes et trouva son téléphone. Lorsqu'il alluma l'écran, son cœur se serra. Pas de réseau. Super, bien sûr qu'il n'y a pas de réseau ici, murmura-t-il, le sarcasme mêlé au désespoir. Le temps sembla ralentir alors que John essayait de comprendre sa situation. La douleur dans sa jambe rendait toute tentative de se lever impossible, et l'air froid et humide du puits commençait à lui voler sa chaleur. Il leva les yeux et vit le cercle de lumière là-haut, hors de portée. « À l'aide ! Quelqu'un, aidez-moi !» cria-t-il, sa voix empreinte de désespoir. Seul le silence répondit. Les aboiements incessants de Max étaient la seule preuve qu'il n'était pas complètement seul. John tenta de se concentrer. « Calme-toi. Respire. Tu vas t'en sortir. Quelqu'un va venir, » dit-il à haute voix, comme si ces mots pouvaient matérialiser l'aide dont il avait besoin. Mais la réalité était implacable. Il était blessé, piégé et sans moyen de communication. Au fil des heures, la lumière du soleil commença à disparaître, remplacée par les ombres froides de la nuit. Les aboiements de Max devinrent de plus en plus lointains, jusqu'à s'éteindre complètement. John sentit un frisson lui parcourir l'échine, et ce n'était pas seulement à cause de l'air glacial du puits.
Il était désormais seul, ne sachant pas si quelqu'un viendrait. Il ferma les yeux, essayant d'étouffer la peur grandissante. Juste une mauvaise journée de plus, John, murmura-t-il, tentant de se convaincre qu'il survivrait à cette épreuve. Mais au fond de lui, il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Les jours passés au fond du puits commencèrent à se confondre. Pour John, le temps avait perdu toute signification. L'obscurité totale des nuits était remplacée par la lumière tamisée du jour, mais sans montre ni repère, il était incapable de dire combien de temps s'était écoulé depuis sa chute. La douleur dans sa jambe, constante et lancinante, était un rappel cruel de sa fragilité. Il était en vie, mais à quel prix? John se réveilla dans ce qui semblait être le 3e jour. Sa bouche était sèche comme du sable, et son estomac vide n'était qu'une douleur sourde mais persistante. En essayant de bouger, il poussa un cri de douleur. Sa jambe semblait enflée, et il savait qu'en l'absence de soins médicaux, la situation ne ferait qu'empirer. Mais que pouvait-il faire? Il leva les yeux vers le ciel, vers le cercle de lumière lointain au sommet du puits. Dieu, si vous m'entendez, je pourrais vraiment utiliser un miracle maintenant, dit-il, d'une voix rauque et hésitante. Ses pensées revenaient souvent à Max. Il savait que le chien devait être tout près, mais incapable de l'aider. J'espère que quelqu'un le trouvera, murmura-t-il. L'idée de Max errant seul l'angoissait presque autant que sa propre situation. Max était tout ce qu'il avait. Tu es mon partenaire, mon garçon, dit-il à voix haute, comme si le chien pouvait l'entendre. Ce même jour, John trouva un petit filet d'eau s'écoulant le long des parois du puits. Elle n'était pas propre, mais c'était sa seule chance de survivre. Il utilisa ses mains en coupe pour recueillir le liquide et le boire, en sentant le goût métallique et terreux. C'est mieux que rien, dit-il, essayant de se convaincre. Pourtant, le simple fait de boire lui procura un soulagement momentané et renouvela sa détermination. Pendant les longues heures de silence, les pensées de John devinrent sa plus grande compagnie, et parfois son plus grand tourment. Il se souvenait de ses mariages ratés, des mots prononcés lors des disputes, des portes qui claquaient. Il se rappelait la première fois qu'il avait tenu Max dans ses bras, un chiot effrayé trouvé dans une boîte en carton au bord de la route. Au moins, j'ai fait quelque chose de bien, pensa-t-il, tentant de s'accrocher à un moment positif. Pendant ce temps, à la surface, des choses étranges commencèrent à se produire. Les habitants de la région, qui évitaient habituellement la propriété abandonnée, commencèrent à rapporter des sons étranges. C'est comme une plainte, ou peut-être un fantôme, dit une femme à l'épicerie du village. D'autres affirmaient entendre les aboiements lointains d'un chien, mais lorsqu'ils cherchaient l'origine, ils ne trouvaient rien. La peur commença à se répandre. John, cependant, n'en savait rien. Tout ce qu'il savait, c'est que ses appels à l'aide semblaient se perdre dans le vide. À mesure que la faim grandissait, il commença à douter de lui-même. C'est comme ça que ça se termine, pensait-il. Mais chaque fois que les pensées les plus sombres s'approchaient, quelque chose en lui le poussait à se battre. Si j'ai survécu à 3 mariages, ce n'est pas un puits qui va me vaincre, dit-il avec sarcasme, essayant d'apporter un peu de légèreté à la situation. Dans un moment d'inspiration, il commença à chercher quelque chose au fond du puits. Il trouva des pierres détachées, de petits morceaux de bois et des racines. Il tenta d'utiliser les pierres pour marquer les parois, comme un moyen de consigner les jours passés. Au moins, quelqu'un saura que j'étais ici, pensa-t-il. Dans le village, les récits de son mystérieux attirèrent l'attention de jeunes curieux. Des groupes d'enfants et d'adolescents se rassemblaient la nuit pour essayer d'entendre les plaintes ou de voir le supposé fantôme. Entre des rires nerveux, certains disaient avoir vu quelque chose, tandis que d'autres se moquaient de l'idée. Mais la vérité, c'est que personne n'avait assez de courage pour explorer réellement l'endroit. Pendant ce temps, dans le puits, John continuait à lutter contre le désespoir. À un moment donné,
il leva les yeux vers le ciel étoilé et se mit à parler à haute voix. Si quelqu'un m'entend, je ne veux pas mourir comme ça. Je voulais juste une chance de plus. Peut-être réparer ce que j'ai cassé. Sa voix s'éteignit, et des larmes commencèrent à couler sur son visage sale. Ce puits, qui lui semblait au départ une prison physique, commençait à devenir une chambre de réflexion pour son âme. Mais même alors que le désespoir s'installait, il sentit quelque chose changer. Il ne savait pas l'expliquer, mais une nouvelle force s'empara de lui. Peut-être était-ce l'instinct, ou le souvenir de Max, ou simplement le désir de revoir le soleil une fois de plus. Il se fit une promesse, je n'abandonnerai pas. Pas ici. Pas comme ça. Dans l'après-midi de ce qui semblait être le 6e jour, John peinait à garder les yeux ouverts. Son corps, épuisé et meurtri, semblait abandonner la lutte, mais son esprit s'accrochait encore à la vie. La lumière du soleil, descendant dans le puits, était un rappel cruel du monde qui continuait de tourner là-haut, hors de portée. Tu es toujours là, John. Toujours là, murmura-t-il pour lui-même, tentant de résister à l'envie de fermer les yeux et de céder à la fatigue. Dehors, des rires et des pas brisèrent le silence qui l'avait entouré pendant des jours. Un groupe d'enfants de la communauté, attirés par les histoires de voix et de fantômes, avait décidé d'explorer la propriété abandonnée. Armés de lampes torchées, de sacs à dos et d'un courage juvénile, ils avancèrent à travers le terrain en friche, ignorant les hautes herbes et les branches qui éraflaient leurs vêtements. « Tu as entendu ça ?» demanda Jake, un garçon de 12 ans, en s'arrêtant brusquement. Les autres se regardèrent, silencieux. C'était un bruit sourd, un murmure qui semblait venir de sous la terre. « C'est juste le vent, » dit Sarah, tentant de masquer la peur dans sa voix. Mais un autre garçon, Ben, pointa du doigt le vieux puits devant eux. « Ce n'est pas le vent. Ça vient de là. » Le groupe s'approcha avec hésitation. Le puits ressemblait à un portail vers un autre monde, couvert de mousse et entouré de mauvaises herbes. « Ce doit être un simple écho, » dit Sarah, cherchant à rationaliser. Mais Jake, poussé par un mélange de curiosité et d'intuition, alluma sa lampe torche et éclaira l'intérieur du puits. « Il y a quelqu'un là-dedans » s'écria-t-il, les yeux écarquillés. En bas, John entendit la voix de Jake. Ce fut comme un choc électrique parcourant son corps. « Et je suis là. S'il vous plaît, aidez-moi. » Il tenta de crier, mais sa voix était rauque et faible. « Tu as entendu ça ?» Il a parlé, dit Jake, excité. Sarah recula d'un pas, nerveuse. Et si c'était dangereux? Et si ce n'était pas humain? Ben leva les yeux au ciel et se pencha au-dessus du bord. Ne dis pas de bêtises. C'est juste un homme. Il est coincé. Il se tourna vers les autres. Quelqu'un doit appeler de l'aide. Courez jusqu'au village. Jake s'élança à toute vitesse à travers le champ, tandis que les autres tentaient de rassurer John. Tenez bon, monsieur. On va vous sortir de là, dit Ben, essayant de paraître confiant, bien qu'il n'ait aucune idée de comment y parvenir. En bas, John, regardant vers le haut, sentit les larmes couler sur son visage sale. Merci, murmura-t-il, trop épuisé pour en dire plus. Les minutes suivantes semblèrent des heures. En attendant, John écoutait les voix des enfants et sentait une petite étincelle d'espoir grandir en lui. « Ils m'ont trouvé. Ils m'ont trouvé », répétait-il, comme un mantra. Finalement, le son des sirènes déchira l'air. L'équipe de secours arriva rapidement, apportant des équipements et des lumières qui transformèrent l'ambiance sombre du puits en une scène d'action intense. « Monsieur Harris, nous sommes là. Nous allons vous sortir de là, » dit le chef de l'équipe, d'une voix ferme et rassurante. Les pompiers descendirent une corde, utilisant des équipements spécialisés pour stabiliser John. Chaque mouvement était calculé pour éviter d'aggraver ses blessures.
Lorsqu'ils l'élevèrent enfin à la surface, la lumière du soleil toucha sa peau pour la première fois en près d'une semaine. Il plissa les yeux, aveuglé, mais incapable de retenir les larmes qui accompagnaient la sensation de soulagement. Au moment où ses pieds touchèrent le sol, Max apparut, aboyant et tournant en rond autour de lui. « Max! Oh, mon garçon, tu ne m'as pas abandonné, dit John, la voix tremblante. Il se pencha pour caresser le chien, ignorant la douleur qui pulsait encore dans sa jambe. Les secouristes s'approchèrent, mais lui laissèrent un moment pour absorber l'instant. Les enfants, à distance, observaient la scène avec émotion. Jake, encore essoufflé, regarda Ben. « On l'a sauvé, dit-il, avec un sourire fier. « Je crois qu'on est des héros, répondit Ben, et les deux garçons éclatèrent de rire nerveusement, tandis que Sarah se contentait de hocher la tête, encore sous le choc. Alors qu'on installait John sur une civière, il regarda les enfants et leva la main. « Vous m'avez sauvé la vie. » « Merci, dit-il, avec un sourire faible mais sincère. Ces mots restèrent gravés dans leur mémoire, un rappel que le courage et la compassion peuvent changer des vies. Tandis que l'ambulance s'éloignait, les pompiers commencèrent à sceller le puits, s'assurant que personne d'autre ne tomberait. Le cercle de lumière que John avait si bien connu s'éteignit enfin, mais pour lui, un nouveau monde ne faisait que commencer. À l'hôpital, John ouvrit les yeux lentement, clignant face à la lumière blanche et stérile de la chambre. Il se sentait lourd, mais la douleur dans sa jambe avait diminué grâce aux médicaments. Le son constant du moniteur cardiaque à côté du lit le ramenait à la réalité, il était vivant. Et, plus important encore, il n'était plus au fond du puits. Pendant un moment, il se laissa envahir par le soulagement, fermant de nouveau les yeux tout en respirant profondément. « Bonjour, monsieur Harris », dit une voix féminine chaleureuse. L'infirmière, une femme au sourire doux, entra dans la chambre avec un plateau de petit déjeuner. « Vous êtes un peu célèbre ici, vous savez. Tout le monde parle de l'homme sauvé par un groupe d'enfants aventuriers. » John sourit, un sourire faible mais sincère. « Célèbre ? Je préfère rester discret, répondit-il, la voix encore rauque. L'infirmière rit. Ça ne va pas être facile avec une histoire comme la vôtre. Ces enfants vous ont sauvé, vous savez ? Ils sont venus hier soir demander de vos nouvelles, mais vous étiez encore sous sédation. Ils avaient l'air très inquiets. Les paroles de l'infirmière réchauffèrent le cœur de John. Il pensa aux enfants qui avaient eu le courage de s'approcher du puits et d'appeler à l'aide. « J'aimerais les voir. Je dois les remercier, » dit-il. L'infirmière hocha la tête. « Je vais les prévenir. Je suis sûre qu'ils seront heureux d'apprendre que vous allez bien. » Dans les jours qui suivirent, John traversa une période de convalescence physique et émotionnelle. Sa jambe était plâtrée, et le médecin lui expliqua qu'il faudrait des semaines avant qu'il ne puisse marcher normalement. Malgré cela, quelque chose avait changé en lui, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il passait du temps à réfléchir à son expérience dans le puits, à la façon dont il avait frôlé la mort, et à ce que cela lui avait appris sur la vie. Max fut amené à l'hôpital par un pompier, et leurs retrouvailles furent un moment d'émotion pure. « Tu vas bien, mon garçon ? Je parie que tu t'es inquiété, » dit John, la voix tremblante, tandis que Max léchait sa main avec enthousiasme. Le chien semblait soulagé de retrouver son maître, et sa loyauté silencieuse rappelait à John l'amour inconditionnel qui l'avait toujours accompagné. Les enfants lui rendirent enfin visite un après-midi. Timides, Jake, Ben et Sarah entrèrent dans la chambre d'hôpital. Ils restèrent silencieux un moment, jusqu'à ce que John leur sourit. « Vous êtes mes héros, » dit-il, brisant la glace. Jake sourit fièrement. « On a juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondit-il, mais Ben l'interrompit. Tout le monde n'aurait pas eu le courage de s'approcher de ce puits. Je pense qu'on a été très courageux. Tout le monde éclata de rire,
et Sarah, plus réservée, tendit à John une carte qu'ils avaient faite ensemble. « On voulait que vous sachiez qu'on est content que vous alliez bien, dit-elle, les joues rouges. » John prit la carte, ému. Elle était simple, ornée de dessins d'arbres et d'un chien, mais pour lui, c'était plus précieux que n'importe quel cadeau. « Merci, les enfants. Vous m'avez donné une seconde chance. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous rendre ça, mais je vous promets que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, dit-il, la voix tremblante. Ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter de la façon dont ils avaient trouvé le puits, à rire des histoires de voix fantomatiques qui circulaient dans le village, et à partager des moments de complicité. Après avoir quitté l'hôpital, John rentra chez lui. Il marchait encore avec des béquilles, mais Max était toujours à ses côtés, fidèle comme toujours. La communauté commença également à se rapprocher de lui. Voisin après voisin venait lui apporter de la nourriture, des fleurs ou simplement des mots de soutien. Pour la première fois, John sentit qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Son histoire avait touché tout le monde d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Assis sur la véranda avec Max à ses pieds, John réfléchissait à la transformation qu'il avait vécue. L'expérience dans le puits ne lui avait pas seulement fait apprécier la vie, mais l'avait aussi poussé à se reconnecter avec les gens autour de lui. Il avait passé tellement de temps à éviter la douleur qu'il avait oublié la joie qui vient des liens humains. Un après-midi, il décida d'organiser une rencontre sur la place centrale du village. Avec l'aide de quelques voisins et des enfants qu'il avait sauvés, il planifia un événement simple mais significatif. Il invita les pompiers et les familles des enfants et partagea son histoire, en l'utilisant comme un avertissement sur les dangers de la propriété abandonnée, mais aussi comme un message d'espoir. « Ne sous-estimez jamais le courage et la bonté des gens, dit-il, en regardant Jake, Ben et Sarah. » L'événement fut un succès. John se sentit envahi de gratitude en observant les gens se rassembler, discuter, rire et se connecter. À la fin de la journée, il s'assit sur un banc avec Max, regardant le soleil se coucher. « La vie n'est peut-être pas parfaite, mais elle peut encore être belle, dit-il, en caressant le chien. » Le soleil brillait fort ce samedi matin tandis que John marchait lentement sur le sentier menant à la place centrale du village. Il utilisait encore une canne pour s'équilibrer, mais sa jambe allait beaucoup mieux, et son énergie était revenue. À ses côtés, Max trottait joyeusement, la queue battant comme un métronome. Pour John, cette simple promenade symbolisait quelque chose de bien plus grand, il était vivant et connecté au monde d'une manière qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Depuis l'événement sur la place, sa vie avait pris un tournant radical. Il n'était plus cet homme isolé qui évitait le contact humain, se cachant derrière son travail et sa routine. Désormais, il prenait plaisir à discuter avec ses voisins, à visiter le café local et même à participer à des réunions communautaires. Le village, qui autrefois n'était qu'un décor pour son existence, était désormais un véritable foyer. Ce jour-là, John avait quelque chose de spécial prévu. Il avait invité les enfants qu'il avait sauvés, leurs familles, les pompiers et d'autres membres de la communauté à une petite célébration chez lui. Il voulait les remercier à nouveau, mais il voulait aussi profiter de cette occasion pour initier quelque chose de nouveau, une tradition de rencontre pour rapprocher les gens. En arrivant sur la place, il aperçut Jake, Ben et Sarah qui jouaient près de la fontaine. Les enfants coururent vers lui en le voyant, leurs visages illuminés de joie. « Monsieur Harris » cria Jake, arrivant le premier. « Vous marchez super bien. Je parie que bientôt, vous pourrez courir après Max, » plaisanta-t-il, déclenchant les rires de tous. John sourit, s'accroupissant difficilement pour caresser la tête du garçon. « Tout ça, c'est grâce à vous, mes héros. » Sarah tendit à John un petit cadeau soigneusement emballé. « On a fait ça pour vous, » dit-elle timidement, tandis que Ben l'encourageait d'un geste. John ouvrit délicatement le paquet et découvrit une petite sculpture en bois représentant Max, on l'a faite en cours d'art. « On s'est dit que ça vous plairait, »
expliqua Ben. John resta sans voix un instant, les yeux embués d'émotion. J'adore. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça compte pour moi, répondit-il, la voix tremblante. Plus tard, chez lui, la célébration commença. Des tables furent dressées dans le jardin, remplies de plats apportés par les voisins. Les enfants couraient sur la pelouse, tandis que les adultes discutaient joyeusement. Max, comme toujours, était au centre de l'attention, recevant des friandises et des caresses de tous. John regardait tout cela avec un profond sentiment de satisfaction. Sa maison, autrefois un espace vide, vibrait désormais de vie et de rire. Pendant l'événement, John se leva et tapota légèrement sur un verre pour attirer l'attention de tous. « Je veux vous remercier d'être ici aujourd'hui », commença-t-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « J'ai passé beaucoup de temps à me couper du monde, pensant que c'était plus facile de vivre seul. Mais mon expérience dans le puits m'a montré qu'on ne peut pas affronter la vie seule. Nous avons besoin les uns des autres. Et, surtout, nous devons chérir les secondes chances que nous recevons. » Les applaudissements furent chaleureux, et John sentit une vague de gratitude l'envahir. Il leva son verre. « À la communauté, au courage et à la bonté. Et bien sûr, à Max, qui n'a jamais abandonné, » ajouta-t-il, déclenchant des rires et d'autres applaudissements. Lorsque l'événement prit fin et que les invités commencèrent à partir, John resta assis sur la véranda, observant le ciel teinté d'orange par le coucher du soleil. Max était allongé à ses pieds, épuisé mais heureux. John tenait dans ses mains la petite sculpture en bois, faisant glisser ses doigts sur les détails finement travaillés. Il pensa à quel point ce moment semblait éloigné de la vie qu'il menait auparavant. Il avait survécu au puits, mais, plus encore, il avait trouvé un nouveau but. L'isolement qui le définissait autrefois n'était plus qu'un souvenir, une ombre qu'il avait laissée derrière lui. John savait que la vie apporterait encore des défis, mais il savait aussi qu'il était désormais plus fort pour les affronter. En rentrant chez lui, il posa son regard sur l'étagère où il avait placé la sculpture de Max aux côtés d'autres souvenirs précieux. « On est ensemble là-dedans, mon garçon, » dit-il au chien, qui répondit d'un léger battement de queue. Pour la première fois depuis des années, John s'endormit avec le cœur léger et rempli d'espoir pour l'avenir. Il ne savait pas ce que le lendemain lui réservait, mais il était prêt à le vivre pleinement. Après tout, la vie lui avait offert une seconde chance, et il n'allait pas la gâcher.